Mes amis, bien le bonsoir. Nous sommes en 1986 à Pepperell, une bourgade de la côte est des États-Unis. Dans cet endroit du pays, la densité urbaine est extrêmement faible. La maison qui nous intéresse est située sur une route boisée et le prochain voisin est à 200 mètres. Dans cette maison vit une famille, un couple avec deux de ses filles. L'une a 15 ans, l'autre a 8. Ils ont une troisième fille également qui a quitté le domicile familial depuis un bon moment déjà. Un jour, la maman va tomber malade, elle est emmenée à l'hôpital. Les médecins vont l'ausculter et assez rapidement, le verdict va tomber. Il n'y a aucun espoir, point final. Elle va décéder et le bonheur de la famille sera brisé à partir de ce jour-là. Le papa va revenir à la maison avec ses filles et devra redoubler d'heures de travail pour subvenir aux besoins de la famille tout seul. Conducteur de bus de son état, il travaille le jour et parfois travaille même la nuit. Les filles restent toutes seules et passent de longs moments à la maison. Et un jour, elles décident de se rendre à la bibliothèque municipale et prendre un livre sur l'occultisme. Elles ont une idée assez précise derrière la tête. Elles commencent à le consulter, au-delà des chapitres classiques sur les envoûtements, les talismans, les explications des rêves. Elles trouvent un chapitre sur la communication avec les morts. Elles décident donc, munies de ce bouquin, de faire une séance de spiritisme pour parler, ne serait-ce qu'encore une fois, avec l'esprit de leur maman. Elles attendent un jour où le papa n'est pas là. Les séances de spiritisme se faisant le soir, donc, elles attendent qu'il ait un shift de nuit. Elles descendent à la cave, et puis allument quelques bougies, placent une sorte de table avec des lettres et des chiffres, et commencent à lire les incantations qu'elles trouvent dans le livre. Ceci va imprimer sur leur esprit des sensations extrêmement fortes. Au bout d'un moment, elles vont commencer à entendre des bruits dans la maison. C'est des bruits extrêmement précis qui n'ont, à leurs yeux, rien d'imaginaire. Comme des grattements derrière les murs, comme des pas à l'étage. Prise de panique, les gamines vont commencer à hurler, elles quittent la maison et vont courir jusqu'à arriver chez le premier voisin. Elles tambourinent à sa porte, il l'ouvre et obtiennent, elles, le droit d'asile. Il va les garder pendant la soirée, les nourrir en attendant que leur papa revienne. Lui et son épouse regardent ces pauvres gamines qui ont perdu leur maman, mais qui sont aussi en train de perdre leur tête. Le père revient, va prendre ses gamines, les ramener à la maison, va les gronder, leur déconseiller de jouer encore avec ces rituels, et puis l'histoire se tasse. Quelques jours plus tard, c'est la nuit, les filles sont dans leur chambre, elles ont abandonné toute idée de jouer avec l'occulte, mais soudainement, une manifestation va encore survenir dans la maison. Cette fois-ci, c'est des bruits plus précis, des bruits de vaisselle, des bruits de meubles qu'on bouge. Elles sont cachées sous leurs draps et puis elles se demandent ce qui se passe, elles tremblent de peur et ces bruits semblent venir de partout de la maison à la fois. Plus tard, quand ces bruits s'arrêteront, elles décideront d'aller jeter un coup d'œil à la cuisine et elles vont trouver que quelques meubles ont été déplacés. Elles trouveront aussi que 2 verres de vin ont été servis sur la table, remplis mais non consommés. Quand le père revient, elles vont lui raconter cette histoire et il va encore une fois les gronder. Il va même commencer à penser que peut-être il y a besoin de l'intervention d'un psychiatre. Le lendemain, rebelote. Des bruits dans la maison, et cette fois-ci, la manifestation va laisser une trace encore plus claire. C'est que
Sur le mur, à l'entrée, il y a une écriture avec du sang qui dit « Je suis là ». Les filles vont encore courir et aller se réfugier chez le même voisin. Quand le père revient, il va inspecter cette écriture, et là, évidemment, elle a été faite avec du ketchup. Donc il va gronder ses filles encore une fois, et il se demande quelque part si ce n'est pas l'une d'elles qui est en train de jouer ce cinéma à l'autre. Le lendemain pourtant, il y a une escalation dans ces apparitions et ces manifestations. Le lendemain, le père est dehors avec ses filles, ils sont au cinéma. Quand ils reviennent à la maison, ils vont trouver, une fois qu'ils allument la lumière, ils vont trouver un couteau de cuisine énorme planté sur une photo de famille. C'est une menace silencieuse, extrêmement claire. Le père décide de fouiller la maison de fond en comble. Il commence à chercher, à regarder d'abord à la cave. Il trouve rien au départ. Il va chercher dans la cuisine, dans les placards, derrière les meubles. Et puis après, il remonte à l'étage, cherche dans les chambres des filles, sous les lits, dans la douche, dans les toilettes. Il remonte encore, et puis soudainement, une fois qu'il arrive dans sa chambre à coucher, il entend comme un bruit furtif à l'intérieur d'une armoire à linge. Il va s'approcher de l'armoire, il l'ouvre brutalement. Et là, il fait face à un être terrible, une sorte d'homme grimé, maquillé, habillé d'une robe de femme. Il portait une robe de femme, il portait un chapeau sur la tête, et il portait aussi, à la main droite, une hache de 50 cm de long. L'homme commence à courir, va vers la chambre de ses filles, barricade la porte, et puis il ouvre la fenêtre et aide ses filles à descendre par celle-ci, avant de se jeter lui-même dans le vide, et ils commencent tous à courir. Ils vont finir au commissariat, devant un shérif qui les regarde d'un air dubitatif. Ce shérif, quelque part, a envie de les inviter à aller consulter. Il sait que cette famille traverse un drame, la mort récente de la maman, et il se demande si ce n'est pas un deuil qui est un petit peu en train de mal tourner. D'un autre côté, il ne peut pas les laisser comme ça, il doit faire quelque chose pour les rassurer. Il prend un agent avec lui et se dit que, après tout, une tournée d'inspection ne peut pas faire de mal. Même si l'homme n'est pas superstitieux, il ne croit pas à l'exorcisme, il ne croit pas aux revenants, il décide quand même de prendre avec lui un fusil à pompe calibre 12. La police arrive dans la maison, ils font une fouille de fond en comble, le père leur montre l'endroit où il a vu cette apparition. Le flic commence à regarder avec une lampe de poche à l'intérieur de ce placard, et puis soudainement, il voit comme une fissure au fond de cette armoire. Il va toucher le mur à ce niveau-là, il va pousser un petit peu, et soudainement, le mur se dérobe. Le flic passe sa lampe, regarde à l'intérieur, et voilà ce qu'il voit. Il y a un espace mort. En fait, cette maison a été rénovée il y a un certain nombre d'années. Et ce que le rénovateur a fait, c'est qu'il a placé des murs intérieurs, des panneaux littéralement. Comme les murs originaux étaient en mauvais état, des panneaux ont été placés, et puis derrière ces panneaux, on a fait passer de la tuyauterie, des câbles électriques et autres servitudes. Et puis on a laissé un espace qui, selon l'endroit de la maison, variait de 20 à 30 cm. Là où l'espace était le plus grand, c'était au niveau des toilettes. Les toilettes qui, à l'origine, avaient une forme carrée, un des coins a été coupé pour laisser un espace mort sous forme de triangle dans lequel on avait caché un certain nombre de tuyaux. Les flics cherchent et là-dedans finissent par trouver quelqu'un de caché. Ce quelqu'un est un
jeune homme qu'ils vont arrêter, il est habillé d'une robe de la défunte, il est maquillé avec son maquillage à elle, et il s'appelle Daniel Laplante. La fille, celle de 15 ans, va tout de suite le reconnaître. Daniel. Ce gars étudie avec elle au lycée. À un moment donné, il l'avait invité à sortir, elle l'avait rencontré. Et là, elle avait trouvé qu'il avait le regard torve, la question vicieuse, et il puait. Elle a décidé de ne plus le revoir. Depuis, il avait développé, semble-t-il, une obsession pour cette jeune fille. Et un jour, c'est ce qu'il va avouer à la police, pendant que la famille n'était pas là, il s'était introduit dans la maison à l'origine pour cambrioler, parce que il vivait en tant que marginal. C'était une famille extrêmement éclatée, pathologique. Et puis, ce jeune homme qui était détesté et repoussé par tout le monde, vivait de l'argent et de petits crimes divers qu'il commettait avec des jeunes du quartier. Il s'était infiltré dans cette maison, avait trouvé justement cet espace, et puis s'était caché dedans pendant des semaines. Pendant des semaines, il a tourmenté cette famille, il les a épiés, les a surveillés, et là où ils étaient, il était là, et les regardait à travers des trous qu'il avait faits dans les murs. La famille, on peut imaginer, est extrêmement tourmentée par cette information. Le jeune homme est présenté devant un juge pour jeune, pour mineur, parce qu'il a 16 ans. Le juge décide de le placer en détention. Le procureur demande qu'il soit traité en adulte, ce qui fut chose faite. Le problème, c'est quand il est traité en tant qu'adulte, ceci lui permet d'obtenir une libération sous caution. Sa maman, la maman de ce jeune, Daniel Laplante, va présenter au juge 10 000 $ de caution, et sur ce jeune va être libéré. Quelques semaines plus tard, un crime absolument atroce est commis dans la région. Il y a une mère avec ses 2 enfants qui étaient à la maison, le mari est au travail, et puis soudainement, quand le mari revient, trouve que tout le monde a été tué durant son absence. La police arrive, commence à inspecter la maison, des flics de partout sont là, et soudainement, il y a l'un d'eux qui va aviser sur la table 2 verres de vin remplis, mais non consommés. Ce signe lui rappelle quelque chose, il le montre à ses collègues, et effectivement, il avait été observé chez cette famille qui avait été tourmentée pendant des semaines. Mais aussi, il l'avait vu dans d'autres cambriolages pour lesquels des empreintes avaient été recueillies. Et on sait que c'est la signature de Daniel Laplante. Au même moment, la police va frapper chez cette famille qui a été tourmentée. Ils vont frapper chez eux, tambouriner. Le père ouvre la porte, les flics lui disent « Écoutez, on vous donne 5 minutes. Prenez vos affaires, vous devez dégager de là. On doit vous mettre sous protection. » Ce Daniel Laplante a tué une famille et on pense qu'il pourrait revenir chez sa précédente victime pour finir le travail. Va se lancer une chasse à l'homme de proportions bibliques dans la région. Ce Daniel Laplante a frappé dans une famille, il n'a pas épargné ni femme ni enfant, et il est devenu l'ennemi public numéro 1, et il faut le retrouver, mort ou vif. Des volontaires de partout vont se joindre aux forces de police, des gens viennent avec des bâtons, viennent avec des fusils de chasse, avec des fusils harpons. Des vétérans du Vietnam viennent avec des M16 de dotation. Les flics, les gardes de toutes sortes sont là. Les hélicos patrouillent. Et ils vont chercher jusqu'à ce que, à un moment donné, on va le trouver caché dans une benne à ordures. Ils vont le sortir de là. Il sera mis aux arrêts. Les preuves contre lui sont accablantes. Il va quand même plaider non coupable. La justice va finir par le condamner à 3 peines de 15 ans qui seront
à faire consécutivement. Ça veut dire l'une après l'autre. Et ce gars, jusqu'à maintenant, est en train de tenter, il est en vie, il est en prison, il est né en 1970, il a 53 ans de nos jours. Il vit en prison et il cherche à obtenir une libération. Il dit que tout simplement c'est injuste que, en tant que juvénile, ça veut dire que en tant que mineur, il avait 17 ans au moment des crimes, il a été condamné à la peine à perpétuité. Les juges ne l'entendent pas de cette oreille et disent qu'il doit finir au moins 45 ans de prison pour qu'on en reparle. La prochaine fois où il pourra se présenter devant un tribunal pour parler de libération, ça sera en 2032. En attendant, il est menacé de mort par les autres prisonniers. Il a même été isolé à un moment donné. Ils lui ont interdit d'aller par exemple à la bibliothèque, parce que la bibliothèque de la prison, il pouvait se faire tuer facilement. Il y avait un contrat sur sa tête. Et ils lui ont interdit d'y aller et il a porté plainte contre la prison. Et il a gagné une somme de 450 $ en dédommagement. Merci mes amis d'avoir suivi cette vidéo.